Bien, rebonjour à tout le monde. J'espère que cette pause a été bénéfique pour chacun de vous. Donc, comme on vous l'annonçait tout à l'heure, cette deuxième partie de journée va continuer sur la diversité des ingénieries de co-construction territoriale et on aborde ce début d'après-midi sur le thème la diversité des profils de catalyseurs territoriaux. Pour aborder cette question, on a la chance d'avoir avec nous Irénée Valdemar de French Impact qui va animer cette table ronde et avec elle, on a la chance d'avoir autour de l'écran Jean-Marc Sémoulin, qui est président du PTCE Les Mureaux, Sophie Le Tartre, qui est chef de projet innovation au sein du réseau Alliance, Delphine Van de Voorde, qui est directrice de la Fondation de Lille, Julien Perdrija, qui est directeur de cabinet à la ville de Loussangoise et qui représente la Fabrique des Territoires, et enfin Laurent des transitions, pardon, et Laurent Lély, qui est directeur du centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand, pardon, et qui représente le réseau des praticiens territoriaux de la chaire Interaction d'AgroParisTech. Irénée, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Elodie et bonjour à tous. Donc, Irénée Valdelomar de l'association French Impact. Je suis responsable du programme territoire au sein de l'association et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir participer à cette table ronde dont l'intérêt c'est de démontrer la diversité des profils des catalyseurs territoriaux et qui agissent tous avec une même vocation, celle de mobiliser un écosystème local pour répondre aux besoins d'un territoire. Donc voilà, pour cela, nous avons aujourd'hui dans cette table ronde une variété des acteurs très variés, mais à la fois très riches, qui vont pouvoir en fait nous dire et contribuer à partir de leur prisme d'intervention, comment justement ils vont utiliser leur réseau pour contribuer, pour apporter des réponses à ces besoins territoriaux. Donc avant de passer la parole à mes collègues, je vais vous faire un petit topo sur la situation French Impact. C'est pour expliquer aussi pourquoi les rameaux a pensé à nous. Donc, le French Impact est une association qui est à l'issue d'une initiative gouvernementale lancée en 2018 par le commissaire à l'économie sociale et solidaire Christophe Huguet et qui part de l'idée qu'il est nécessaire de fédérer et de rendre plus visibles toutes les initiatives de terrain qui proposent des modèles innovants, des modèles d'entreprise plus respectueuses avec l'environnement et avec un modèle de société plus inclusif pour les identifier et les faire grandir à partir de la création d'un réseau des alliances à tous les niveaux, au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau national et aussi au niveau local. L'ambition ultime du French Impact, c'est d'inspirer les politiques publiques avec des exemples concrets des terrains, des exemples qui fonctionnent. Et ce projet ambitieux s'articule autour des 3 programmes clés. C'est un programme pionnier qui a été lancé pour justement la valorisation et l'accompagnement au changement d'échelle des entreprises emblématiques, des entreprises qui fonctionnent déjà dans l'économie sociale et solidaire et qui répondent à un besoin concret. Donc, ça peut être le cas d'Enercop avec les énergies renouvelables ou avec Phoenix avec la récupération des invendus alimentaires. Et un deuxième programme qui s'appelle le programme territoire, dont je suis responsable et s'occupe justement de la valorisation des initiatives de terrain, des écosystèmes locaux qui interviennent au niveau de leur territoire autour de 3 thématiques clés. Comme encore une fois, ça peut être l'alimentation durable, la mobilité, l'insertion vers l'emploi. Et que justement, ils vont identifier les initiatives des territoires et ils vont mobiliser toutes les forces des villes pour justement le faire grandir et répondre de cette manière-là à ses besoins au niveau local. Le troisième programme, qui s'appelle le programme défi, qui est aujourd'hui encore en cours de construction, a pour vocation de mettre à disposition les opérateurs de terrain à disposition des pouvoirs publics pour réfléchir sur les enjeux d'actualité. C'est-à-dire l'idée, c'est de vraiment pouvoir se dire que les pouvoirs publics, à l'heure des plans de décision ou à l'heure de chercher des opérateurs locaux pour mettre en place des expérimentations liées au travail, à l'emploi, à l'insertion, ils vont utiliser ces innovateurs sociaux qui existent déjà pour les mettre en place. C'est le cas de l'association We Take Care avec le ministère du Travail pour la mise en place d'une expérimentation sur la formation numérique. Donc, comme vous voyez, le French Impact souhaite créer ces alliances entre tous les acteurs du territoire pour favoriser l'émergence des idées innovatrices et qui puissent impulser ou faciliter une transformation vers des modèles économiques plus respectueux de la société et de l'environnement. Là, je m'arrête là et je passe la parole à Jean-Marc Sémoulin, donc président du PTCF Les Mureaux. Jean-Marc, c'est à vous la parole. Merci. Bonjour, merci
chacun de cette possibilité de présenter ce que l'on fait. Je lance mon compte à rebours pour ne pas dépasser le temps. Pour démarrer, je voulais juste reprendre comment on est rentré dans une dynamique comme ça sur le territoire. Moi, de mon métier, je suis directeur d'une structure d'insertion et on remet par an, chaque année, à peu près 30 personnes à l'emploi. Et on s'est rendu compte, il y a 3 ans, qu'en fait, pendant qu'on remettait 30 personnes à l'emploi, il y avait le double, le triple qui perdait son emploi sur la même période dans le secteur. Donc on s'est dit, mais en fait, on va aller dans un mur, et la ville des Mureaux sur laquelle on est, en fait, a tous les symptômes d'une personne en insertion, avec cette mauvaise image de soi, en fait, des habitants qui n'osent pas dire sur leur CV qu'ils viennent des Mureaux, mauvaise image des autres autour, peu de réseau. On retrouvait en fait comme ça tous les ingrédients des personnes en insertion. Et l'intuition, ça a été de se dire, si une ville a les mêmes symptômes qu'une personne, si on utilise la même méthodologie à l'échelle de la ville, peut-être qu'en fait, elle va réagir comme une personne. On a commencé de tester cela il y a 3 ans et on a été étonné de voir la même réaction de ville. En fait, c'est très étonnant la similitude qu'il peut y avoir. Et alors, on a rassemblé l'ensemble des acteurs donc sur une grande réunion le 30 septembre 2017 et en proposant de dire on arrive à remettre quelqu'un en emploi en 7 mois sur une méthodologie et qu'on prend 1 an pour 1 mois, on va dire en 7 ans, et on vous propose de remettre en emploi et d'arriver au plein emploi aux Mureaux en 7 ans. Tous ceux qui veulent se joindre, vous pouvez nous rejoindre pour créer un collectif dessus. On a eu 125 membres fondateurs qui ont créé donc l'association Vivre les Mureaux, qui était, on a découvert par la suite, un PTCE, donc pôle territorial de coopération économique, qui rassemble aussi bien des citoyens, des associations, des entreprises, des collectivités, des institutions comme Pôle emploi, Mission locale, des centres de recherche. On a HEC, par exemple, qui avait nous aussi centre de formation, et puis, de manière un peu plus étonnante, les communautés religieuses, association loi 1905, qui souvent on se dit, pour faire ville, c'est laïque, donc on n'a pas besoin de vous. Et nous, on s'est dit, mais en fait, sur les Mureaux, 30 000 habitants, les pratiquants, en fait, ça représente 10 000 habitants, donc c'est un tiers. Donc il faut vraiment qu'on arrive à embarquer tout le monde dans la dynamique. Et donc c'est vraiment intéressant de mettre ensemble même des alliances qui donc peuvent paraître étonnantes. Et on s'est donné cet objectif à 7 ans du plein emploi avec comme axe de travail, donc du coup le vivre ensemble, puisque on est vraiment dans un changement de regard et on va prendre les difficultés qui peuvent exister et on les transforme en atouts. Par exemple, on pouvait voir la ville en fait avec une difficulté sur l'immigration, et bien nous on le transforme en richesse de la diversité et comment on peut valoriser et travailler cela. Ce changement de regard, il se fait aussi dans notre positionnement. On s'imaginait et on nous le répétait qu'on était la banlieue de Paris, et donc voilà, comme un peu une région mise au banc de cette grande ville. Et en fait, en inversant la situation et en se repositionnant, on se dit on est une ville qui a une richesse étonnante. Dans notre banlieue, nous avons Paris. Et donc, ça crée un potentiel assez fort pour développer. On a cette capacité de pouvoir avoir toutes ces personnes assez proches. Donc voilà, comment en inversant en fait son position, son regard, cela change beaucoup de choses. Pour mettre en route, travailler la confiance, changer l'image. On a fait un gros travail avec les médias aussi sur comment on se voit différemment, comment on alimente les médias en portrait positif, en truc contagieux, et ça amène beaucoup d'impact. Et puis sur la partie économique, comment on met en place et on aide les porteurs de projets à s'installer, mais du coup en travaillant en amont, comment on va les ressourcer, comment on a un booster de l'entrepreneuriat pour les mettre en route, mais ensuite comment on les accompagne, comment avec un tiers-lieu on va pouvoir faire la suite, et comment avec une coopérative d'activité et d'emploi on leur donne un statut qui leur permet d'avoir un statut plus sécurisant. Et ensuite, comment on communique sur eux pour qu'une fois lancé, le projet puisse démarrer. Je crois que j'ai terminé mon temps.
C'est bien, merci beaucoup Marc. Ça fait bien la transition vers Sophie Letarte, donc Réseau Alliance, réseau spécialisé avec la mise en place des partenariats avec les entreprises et qui justement va nous expliquer comment juge ses rôles de développement au sein de notre territoire, comme vous le faites aussi au sein de PTC. Merci beaucoup Irène, bonjour à tous. Donc Sophie Letartre de l'association Réseau Alliance située près de Lille dans les Hauts-de-France. Alors moi je suis en charge des sujets autour de l'innovation sociale qu'on a lancé depuis 5 ans maintenant, bientôt 6 chez Réseau Alliance. Mais nous sommes une association qui a été créée il y a à peu près 30 ans par des dirigeants qui à l'époque souhaitaient échanger sur leurs bonnes pratiques. Donc on ne parlait pas de RSE ni d'économie responsable à l'époque, mais en tout cas on voyait déjà une volonté des dirigeants de la région de progresser en la matière et de créer ce lieu de discussion et de partage. Donc l'association a beaucoup évolué depuis, on est une vingtaine de collaborateurs et notre mission c'est d'impulser une économie plus responsable en Hauts-de-France. On est à peu près 370 adhérents, donc des entreprises de toute taille, de tout secteur, des jeunes entrepreneurs qui débutent comme des entreprises centenaires. Et on va retrouver aussi des écoles, notamment des établissements de l'enseignement supérieur, des collectivités, des hôpitaux, des associations, des entrepreneurs sociaux. Donc finalement, une variété assez large et assez représentative des acteurs du territoire, même si historiquement, les activités de Réseau Alliance sont très orientées sur les acteurs économiques et des entreprises. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a été assez précurseurs sur nos sujets à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas, une de nos valeurs ajoutées, ce serait, on est une association et je pense qu'en tout cas, ce statut aujourd'hui nous permet de travailler différemment et d'attirer finalement de manière assez différente les adhérents qui nous rejoignent chaque année. On a une offre qui est réservée à nos adhérents et qui est assez variée. Alors évidemment, autour de l'économie responsable, hein, toujours, ça reste notre cœur de métier, mais qui est assez variée, qui peut fonctionner parfois en formation, en club, en atelier d'échange de bonnes pratiques, en workshop, ce qui fait qu'en fait, les adhérents peuvent venir piocher un peu au cours de l'année les ateliers qui les intéressent, les sujets, les thématiques sur lesquelles ils ont envie de travailler plus spécifiquement. Et donc, tout ça fait que Réseau Alliance brasse énormément de monde, énormément d'acteurs, énormément de profils. On va avoir des RH sur les sujets de la diversité, des dirigeants sur le sujet des nouveaux modèles économiques, etc. Et en fait, cette rencontre et ce travail interentreprise nous différencie beaucoup d'autres acteurs et crée effectivement cette émulation et le fait qu'on est clairement positionné comme un catalyseur d'acteurs, notamment pour innover autour de l'économie responsable. Alors, on a une spécificité, effectivement, qui est de travailler en interentreprise. Donc, on va mettre dans nos ateliers des grosses entreprises comme des petites, du service, de l'industrie, des jeunes entrepreneurs. On mélange les profils et ça crée énormément de richesse. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les adhérents aiment beaucoup retrouver chez nous. Et ça permet à chacun de venir piocher dans les bonnes pratiques, les écueils aussi des uns et des autres pour ensuite pouvoir remettre ça en application dans son entreprise et progresser dans sa démarche RSE. Alors, on a aussi un modèle économique qui est très simple. Hein. On est financé à la fois par le public, notamment des collectivités territoriales, et puis à 60% par le privé. Donc, finalement, on est aussi une structure qui est au cœur des enjeux du tissu économique local, mais aussi des enjeux du territoire. Et en fait, l'offre qu'on propose et les différentes thématiques, les différents axes d'expertise qu'on va développer au fil des années se retrouvent en fait. On arrive à faire converger les enjeux de ces deux acteurs, donc du tissu économique et du territoire. Et donc, on maille finalement beaucoup les acteurs représentatifs du territoire pour les faire travailler ensemble, aussi bien sur leur propre démarche, mais aussi sur des projets de territoire plus largement. C'est vrai que depuis quelques années, notamment avec le développement des sujets autour des nouveaux modèles économiques, de l'innovation sociale, on a beaucoup travaillé sur la coopération entre acteurs, puisqu'aujourd'hui, et depuis quelques années, on se rend bien compte que les acteurs n'ont plus envie de travailler chacun dans leur coin. Les entreprises ont envie de connaître les associations ont envie de mieux travailler aussi avec les entreprises. Ceci étant, cette coopération doit aussi s'accompagner.
Elle doit s'accompagner dans différentes phases, hein, déjà par l'interconnaissance, puisque pour bien travailler ensemble, il est important de bien se connaître. Et puis ensuite, d'apprendre à une petite association à travailler avec une grosse entreprise ou inversement. Et c'est vrai que ce sont des sujets qu'on a de plus en plus mis en avant dans notre accompagnement chez Réseau Alliance. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'à la fois dans nos ateliers de travail et aussi dans tous les formats de sensibilisation qu'on organise, qui pour le coup sont eux ouverts à tous, y compris aux non-adhérents, avec notamment un gros événement comme le World Forum, finalement, on arrive à créer ces lieux de rencontre, ces lieux de réflexion, et à accompagner en fait ce travail entre les acteurs. Et donc, on se positionne très clairement comme effectivement un catalyseur. Voilà pour un petit topo sur Réseau Alliance. Merci beaucoup, Sophie. Donc, les points dans les temps, donc, tu nous as montré la richesse voilà, de ces réseaux dans le nord de la France, donc les entreprises, les acteurs associatifs et ces rôles de catalyseurs. Maintenant, on va passer à la Fondation de Lille avec Delphine, directrice, qui va nous expliquer voilà, son rôle d'intervention, plutôt comme médiateur dans les territoires qu'elle agit. Merci, Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, de la même façon, Fondation de Lille, je suis de Lille, située dans les Hauts-de-France, donc comme Sophie Le Tartre et le réseau Alliance précédemment. Donc, petite mise en contexte et présentation très brève de la Fondation de Lille. La Fondation de Lille a été créée à l'initiative de Pierre Mauroy à la fin des années 80. Et il souhaitait doter Lille et la région Nord-Pas-de-Calais d'un outil juridique sécurisé qui permettrait de collecter des fonds privés, des dons et legs, pour mener des actions d'intérêt général sur le territoire et de mutualiser ces fonds privés avec des fonds publics, hein, puisque l'idée de Pierre Mauroy, c'est de se dire que l'intérêt général, c'est l'affaire de tous, et qu'il était important de mettre autour de la table à la fois des acteurs publics, mais aussi des entreprises, des associations et l'ensemble de ceux qui pratiquent l'intérêt général dans les Hauts-de-France. Voilà, il avait aussi pour vision de faire rayonner Lille, et ça explique aussi que la Fondation de Lille peut mener parfois des actions internationales. On peut caractériser la Fondation de Lille donc comme étant juridiquement une fondation reconnue d'utilité publique et abritante depuis 2008, donc elle a 30 ans d'expérience. Et c'est une fondation également qui a la possibilité d'intervenir dans tous les domaines de l'intérêt général. C'est une fondation multicause, hein, puisque nous pouvons mener des actions d'urgence sociale, d'éducation, de formation, des actions culturelles, patrimoniales et dans le domaine de l'environnement, bref, un champ très large d'intervention. Et ces actions, nous menons à la fois des actions sociales d'urgence, donc on peut venir aider des personnes en très grande difficulté en lien avec des assistantes sociales, mais aussi accompagner des projets très innovants comme la création de l'organisme de foncier solidaire de la métropole lilloise, qui a été créé sous forme d'association en 2017 et qui va bientôt être une fondation abritée sous notre égide. Donc voilà, un champ d'expertise et de compétences assez large. Et évidemment, la Fondation de Lille, comme son nom l'indique, est une fondation territoriale. Donc c'était un concept peu connu finalement et pas connu lorsque Pierre Mauroy a créé la Fondation de Lille. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, ces modèles de fondation existaient dans le monde anglo-saxon et nous avons pu mener des actions et des missions au Canada francophone pour étudier leur façon de faire. Voilà, alors la Fondation de Lille, bien qu'elle soit une fondation territoriale, n'est pas une fondation fermée sur son territoire. Et ce qui était important pour Pierre Mauroy et maintenant pour l'ensemble des acteurs de la Fondation de Lille, c'est d'en faire un outil qui permet le dialogue des territoires. Nous abritons par exemple la Fondation de la Manche, qui a été créée par le département qui porte le même nom, mais aussi l'échange des cultures par des actions comme un prix littéraire francophone, etc. Voilà. Alors, un élément de contexte quand même, la Fondation de Lille donc est dans la région des Hauts-de-France où il existe beaucoup d'associations. Il y a une vie associative très riche avec des acteurs très actifs qui font beaucoup de choses, et beaucoup de fondations, et beaucoup de dotations. Il y a beaucoup de réseaux.
Parfois, la difficulté, c'est que ces réseaux ne se parlent pas, ne se connectent pas. Et voilà, donc il faut essayer de trouver sa place en bonne intelligence. Et c'est tout l'intérêt de participer justement à des manifestations comme celle qui est aujourd'hui organisée. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Simplement pour terminer, quelques mots-clés à retenir sur le rôle de la Fondation de Lille. C'est un organisme neutre. La notion de neutralité est très importante parce que lorsque nous avons des acteurs pluriels, il faut avoir cette qualité. Nous sommes facilitateurs, nous avons beaucoup de souplesse tout en ayant beaucoup de rigueur dans la gestion en tant que fondation reconnue d'utilité publique. Et on peut se qualifier de tiers de confiance pour ceux qui veulent faire des dons et qui ne savent pas à qui s'adresser. La fondation a la possibilité, par sa fonction abritante, de redistribuer des fonds pour des actions qui ne sont pas menées directement par la Fondation de Lille. Je ne sais pas si... Merci beaucoup Delphine, c'est parfait. En plus, vous avez dit une très belle phrase qui va me permettre de faire la transition. Vous avez dit l'intérêt général, c'est l'affaire de tous. Et je pense que la fabrique des transitions avec Julien va nous expliquer voilà, plus en détail ce que cela veut dire avec l'alliance des acteurs issus de l'expérience des élus. Julien, à vous la parole. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. Très bien. Bon, merci. Donc, nous, le point de départ, c'est... moi, je travaillais à Los Angeles comme directeur de cabinet. D'ailleurs, je viens de faire mon pot de départ aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une journée un peu particulière en ce qui me concerne. Los Angeles, c'est 30 ans de recherche-action sur la façon de se sortir d'un effondrement minier. Le chômage explose, on a des affaissements de terrain, il y a un cataclysme socio-culturel qui s'abat sur le territoire des Hauts-de-France dans le bassin minier. Et la ville de Los Angeles décide d'engager une démarche à partir des années 80 de résilience, on pourrait qualifier ça aujourd'hui, c'est-à-dire de rebondir après ce choc et de trouver finalement les ressources pour affronter le choc qu'elle vit. En 2014, Los Angeles est labellisé démonstrateur national de la conduite du changement, c'est-à-dire que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique, reconnaît que ce qui se joue dans cette petite ville de 6500 habitants dépasse largement ses frontières administratives, outille et fait ressource pour d'autres territoires et d'autres collectivités, et prend acte du fait que Los Angeles est devenu une espèce d'école dans laquelle on vient se former. On accueille des délégations des ministères, de l'AFD, des délégations étrangères, d'autres villes, d'autres territoires, des acteurs privés, etc., etc. Bon. On a documenté cette méthode lossoise de conduite du changement. On a expliqué par quoi ça passait, quel était le travail qui permettait d'engager une démarche de transition écologique, économique et sociale, avec ses résultats et ses limites. Et finalement, ce qu'on a cherché à faire, c'est de décontextualiser cette expérience et de regarder si on trouvait dans des expériences d'autres territoires des similitudes, des invariants, des principes directeurs communs à des démarches de transition réussies. On a engagé comme ça un travail qui s'appelle toujours, c'est un dispositif qui continue de tourner, qui s'appelle le dispositif Ville-Pair et territoire pilote de la transition. Les villes-pairs, c'est un dispositif de réflexivité et de partage d'expériences qui rassemble à la fois des élus, mais aussi des techniciens et des opérateurs économiques. Donc, 3 catégories d'acteurs qui sont absolument complémentaires pour arriver à conduire le changement systémique. Et on a travaillé avec ces différentes catégories d'acteurs et une quinzaine de territoires multiniveaux, multi-échelles, à l'identification de ces invariants. On a trouvé, on a sorti un référentiel. Je ne vous le présente pas ici, le temps ne me le permet pas, mais vous pouvez retrouver tout ça en ligne si vous le souhaitez. Et dans le cadre de ce travail, on a monté un groupe miroir pour réunir toute une série de réseaux. Je reprends la phrase qui était dite juste avant, des réseaux qui ne se parlent pas nécessairement, qui agissent chacun dans leur couloir de course respectif de manière absolument extraordinaire, qui ont des résultats, qui font des choses incroyables, mais qui collectivement ne font pas système. Voilà. Et on ne peut pas appeler à un changement de système sans que les acteurs qui le prônent ne fassent pas système entre eux, ne s'organisent pas collectivement, ne créent pas les conditions de leur convergence, de leur mutualisation
en termes d'efforts, en termes de synergie et d'opportunités. Et donc la fabrique des transitions est née de cette dynamique-là, donc d'une expérience pilote ancrée territorialement, de sa décontextualisation et d'identification de principes directeurs avec d'autres expériences pilotes par ailleurs en France, et finalement d'une réunion d'expériences territoriales avec des réseaux pour créer un espace de coopération. Donc la fabrique des transitions aujourd'hui, c'est près de 200 organisations diverses et variées qui ont signé une charte d'alliance. C'est pour ça qu'on se retrouve bien dans cette idée d'alliance, puisque finalement c'est une forme juridique à la fois très souple et en même temps politiquement très ferme pour arriver à faire ensemblier et à travailler collectivement. Et donc on rassemble, on va dire, 4 grandes catégories d'acteurs, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile organisée, qui représente un premier grand collège d'acteurs au sens classique des territoires. Un deuxième collège qui est composé de tout ce qui va être ingénierie locale de transition écologique, des agences locales d'énergie, des agences de biodiversité, des structures d'ingénierie éducative, des centres ressources, etc. Un troisième collège qui concerne plutôt les acteurs de la recherche-action, dans lequel on peut facilement nommer donc, le Rameau, d'autres instituts de recherche, des laboratoires, des universités aussi au sens académique du terme. Et puis un quatrième collège qui nous semble être absolument stratégique et qui n'est pas le plus simple à organiser, c'est le collège des acteurs étatiques qui partagent une responsabilité territoriale, c'est-à-dire des agences de l'État qui sont engagées auprès des territoires, l'ADEME, la NCT, l'AFD, etc., des acteurs de l'État déconcentrés qui sont engagés territorialement et qui ont un rôle absolument clé à jouer pour le changement d'échelle, les DREAL, les DDT, les préfectures, les sous-préfectures, etc. Voilà. On se considère comme une communauté apprenante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode pour conduire le changement. Il y a autant de méthodes que de collectivités, que d'écosystèmes territorialisés qui s'organisent. Par contre, il y a des principes directeurs qu'on retrouve à chaque fois. Et c'est ces principes-là qu'on essaye de mettre en avant et de faire valoir dans nos différents groupes de travail. Et on a un objectif, c'est de mettre en place une ingénierie du pair à pair. On considère qu'il manque aujourd'hui une ingénierie à côté de l'ingénierie publique classique et de l'ingénierie privée des bureaux d'études. Il manque cette ingénierie du pair à pair, d'acteurs qui sont déjà passés par un chemin et qui peuvent éclairer le chemin que d'autres prennent à l'aune de leur propre expérience. Voilà. Donc c'est ça que la fabrique des transitions cherche à conduire aujourd'hui de manière multi-échelle, multi-niveau et avec une grande diversité d'acteurs comme vous avez pu le comprendre. Merci beaucoup et très intéressant justement cette ingénierie des pair à pair et que nous aussi au niveau de French Impact on essaie de la mettre en place avec des dispositifs que sûrement vous connaissez comme les transferts des savoir-faire. Et là ça me permet de faire la transition avec les réseaux des praticiens territoriaux des AgroParisTech et Laurent qui va nous expliquer aussi comment une expérimentation pilote les a amenés à créer un espace de coopération. À vous la parole Julien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, merci de me donner la parole. Alors, on a 5 minutes, je vais essayer d'être synthétique. Pourquoi finalement AgroParisTech est dans cette table ronde sur la diversité des catalyseurs territoriaux? La première chose, c'est qu'AgroParisTech, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui couvre la diversité des territoires par différents sites d'implantation. Donc en fait, on est dans des cursus de formation sur la formation des ingénieurs agro, à la fois dans l'Est, dans la région parisienne, dans le Massif central, autour de Montpellier, en Guyane. Et on arrive finalement à la fois couvrir cette diversité des contextes territoriaux et la diversité des acteurs. On est une école d'agro, donc on travaille sur des thématiques spécifiques en lien, bien entendu, avec l'agriculture, l'environnement, la gestion de l'eau, la forêt. Mais peut-être la particularité qui fait qu'on est un peu dans la catalyse territoriale, c'est que, adossé à la formation initiale, on a une formation professionnelle adulte continue qui a une 20aine d'années d'existence et qui en fait a fait mûrir en nous des allers-retours, des réflexions, des échanges avec des personnels, alors d'abord des services de l'État qu'on a pu former en formation continue, et puis par la suite des collectivités, des chambres consulaires, des acteurs du monde économique également. Et ces allers-retours, ces discussions avec ces personnels qui sont
passés par nos formations ont été très riches pour nous amener finalement à réfléchir une interface nouvelle de collaboration avec les acteurs qui ne soit pas descendante, qui ne soit pas lié uniquement finalement à les manières de penser la formation continue et les compétences de l'État vers les territoires, de l'État via les services déconcentrés vers les collectivités. On a décidé en fait il y a quelques années de profiter d'un espace qui existe dans l'établissement qui est une fondation qui s'appelle la Fondation AgroParisTech, qui a un certain nombre de chaires partenariales dans son escarcelle, 8 exactement. Et cette chaire, elle a une particularité, c'est qu'elle permet ce dispositif des chaires permet de construire des partenariats non académiques qui permettent de diversifier les alliances entre acteurs, d'offrir des conditions de dialogue un peu nouvelles, un peu alternatives, j'y reviendrai tout à l'heure, entre acteurs et chercheurs. Et donc, on a créé il y a 1 an et demi maintenant une chaire qui s'appelle Interaction, innover dans les territoires et accompagner les transitions. Le but de cette chaire, en fait, c'est de mettre la recherche dans un dispositif de co-construction des projets territoriaux et en particulier des territoires qui se qualifient être en transition. Alors en transition agroécologique, écologique, énergétique, mais aussi culturelle, parce qu'on considère que c'est un élément important du renouveau de la manière de penser les territoires. Donc on a créé cette chaire-là avec une intention un peu triple. D'abord, de casser un peu la manière dont finalement on vient chercher les chercheurs dans des dispositifs d'accompagnement des territoires à travers la recherche-action dont Julien Perdigras a parlé à l'instant. Finalement, on vient chercher des experts et notre idée, c'était plutôt d'être dans une posture d'écoute pour révéler et traduire un petit peu les enjeux des territoires et donc d'être plutôt à l'identification des signaux, des innovations que les acteurs avaient en gestation, mais n'étaient pas forcément tout seuls en capacité de formuler. On a essayé aussi d'accompagner des processus de co-construction en expérimentant et puis des dispositifs de formation qui tiennent compte, comme je disais à l'instant, plutôt de caractère réflexif en formation et pas d'éléments de savoir qui descendent des chercheurs et de l'enseignement supérieur. Et donc, en fait, peut-être pour finir sur ce point-là, il y a 3 dispositifs opérationnels qui nous permettent peut-être d'être légitimes à être avec vous aujourd'hui. C'est le premier, on considère que ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires à travers ces processus dits de transition, ils sont intéressants parce que ils sont intéressants si on s'attache à regarder comment les acteurs s'engagent dans ces processus-là. Qu'est-ce qui les met en relation, qu'est-ce qui les attache les uns aux autres et nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans l'observation de ces processus, c'est comment on dialogue, comment on se comprend et finalement comment on limite le processus de distanciation qui peut exister entre des communautés différentes. Donc on a créé un observatoire des transitions territoriales avec l'idée de regarder du point de vue qualitatif comment sur 13 territoires aujourd'hui dans le Massif central, les questions de transition écologique, agricole sont en train d'émerger avec une approche très riche venant des collectivités et pas forcément des filières agricoles. Le deuxième élément, c'est, vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la question des tiers-lieux. On a la chance d'avoir un dispositif d'InLab de tiers-lieux spécifique à AgroParisTech. Il y en a 3 qui sont déjà créés sur les objets un peu phares de l'établissement, la forêt, l'alimentation et l'agriculture. On est en train de créer le 4e sur les questions territoriales et la volonté là aussi, c'est d'expérimenter avec tous les acteurs des territoires les conditions de posture de changement dans ces territoires-là. Quelles ingénieries mettre en œuvre et finalement comment on peut se relier entre acteurs pour poursuivre un objectif commun avec un caractère opérationnel pour agir sur les territoires. Donc cet InLab, on l'a prototypé l'année dernière, on l'a testé sur des politiques, l'accompagnement de politiques culturelles dans un territoire rural qui avait assez peu d'ingénierie pour développer ces approches-là et on souhaite en fait mettre ce dispositif au cœur de
du dispositif. Et le dernier élément, ça fera la conclusion à ma présentation, c'est effectivement le réseau des praticiens territoriaux qui a été cité au début, qui a en fait vraiment un réseau d'ingénierie de partage de compétences. On considère que si on doit travailler sur les transitions, ça se fera pas uniquement sur la maîtrise des savoirs des organisations technico-économiques, ça se fera aussi sur la capacité à dire finalement de quelles compétences on a besoin pour passer à l'acte de ces transitions. Et donc, on a essayé de développer un dispositif qui questionne tout autant la place de la prospective dans les territoires que la place des compétences dans une analyse, une mise en système des projets territoriaux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On a dépassé un peu le temps octroyé. J'espère qu'Élodie ne nous semble pas trop. Mais en tous les cas, toutes ces interventions illustrent bien les différentes approches de la co-construction territoriale. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin et de pouvoir regarder justement les missions des uns et des autres à partir de leur site internet. Je ne sais pas si on va partager peut-être un format de chaque intervenant, mais en tous les cas, on vous tiendra au courant. Et merci beaucoup à tous. Merci. On va passer à la table ronde suivante, il me semble. Donc, Élodie. Merci Irénée. Merci beaucoup. Merci Irénée. Alors, la démonstration que vous venez de faire, et c'était important pour nous que ce soit French Impact, qui est effectivement une logique de label commun finalement et qui puisse animer cette table ronde, c'est que l'on soit issu du monde finalement associatif et des structures d'insertion par l'activité économique, que l'on provienne du monde économique, que l'on provienne du monde des associations, des mondes de collectivités territoriales ou des mondes finalement de la recherche, eh bien, on voit bien que c'est le même objet que l'on essaye d'observer. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun l'observe avec finalement ses propres compétences. C'était intéressant d'entendre finalement ces 5 démarches, puisqu'elles sont à la fois très convergentes et elles partent tous finalement du savoir-faire, du talent, de la compétence, de l'univers de référence initial par lequel ça se passe. Souvent, quand j'explique ce qu'est la co-construction du bien commun, je dis, moi j'ai découvert ça le jour où je suis rentré dans le bureau d'un de mes collègues en Allemagne, qui était lui-même australien, et quand j'ai vu la carte de la map monde, finalement vue de l'Australie, et là tout d'un coup je me suis dit, ah, effectivement, c'est pas tout à fait l'image que j'avais l'habitude de voir. Et c'est pourtant la même réalité. Et donc, quelque part, ce que nous venons de voir à travers cette dynamique-là, c'est la nécessité de le prendre par les différents profils et de ne pas choisir un profil qui serait plus légitime que l'autre pour animer, pour être le catalyseur territorial, mais c'est bien la diversité, finalement, de ces différentes approches qui permet d'appréhender ensemble ce qu'aucun des profils tout seul ne peut appréhender dans sa globalité. C'est un peu la logique de kaléidoscope.